Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct sur i24 News. On parle immédiatement de cette transmission de flambeau en tête de l'état-major. Avec vous, Shani Guidalia, c'est désormais donc officiel. Et El Zamir, le nouveau chef d'état-major de l'armée israélienne. Oui, le 24e chef d'état-major. La passation de pouvoir a eu lieu ce matin à la Kiria. Et El Zamir a donc reçu ses grades de Benjamin Netanyahou et Israël Katz, le ministre de la Défense. Une cérémonie plus modeste qu'en général. Et ensuite, le chef d'état-major sortant, Herzi Halevi, a fait ses adieux, un peu plus de 2 ans après sa prise de fonction. Et El Zamir a ensuite prononcé un discours. Il a affirmé qu'Israël était dans une guerre existentielle. Il a promis de travailler encore plus dur pour amener les otages. Et il a appelé à la mobilisation des orthodoxes dans les rangs de l'armée israélienne. Après la cérémonie, les 2 hommes se sont rendus à Jérusalem pour une cérémonie au mur occidental avec le rabbin de l'armée israélienne. Et enfin, peu avant 17h, il y a eu l'inauguration officielle. Rapide, sans aucun discours, et El Zamir a fini par saluer tous les officiers et les généraux qui étaient présents sur place. Alors ça, c'est pour les sourires et les photos op. Il y a les résultats d'enquête qui se succèdent au fur et à mesure du côté de l'armée israélienne et du côté du Shabak. Déjà, on va commencer par l'enquête du Shin Bet. Les résultats, c'est qu'il y a eu une mauvaise évaluation des intentions du Hamas, il y a eu une coordination insuffisante avec l'armée et une mauvaise interprétation des signes avant-coureurs. L'un des signes, c'était l'activation de certaines cartes SIM au sein des brigades du Hamas. Ça, c'est pour le Shabak. Pour ce qui est de Tsahal, il y a eu les mêmes informations concernant l'activation des cartes SIM. Les alertes ont été envoyées par email, mais personne n'a ouvert ces messages. Dans la nuit du 6 au 7 octobre, la division de Gaza a constaté qu'il y avait 6 commandants de la Norba qui avaient disparu. Ils étaient partis organiser le massacre. Vers 2h30 du matin, l'assistante d'un des commandants a été priée de réveiller son supérieur. En raison d'un malentendu, il ne s'est pas réveillé à 2h30 mais à 5h du matin. Un peu après, vers 4h30, l'armée de l'air recueille des renseignements mais ne le partage pas avec le reste de l'armée. Et il faut aussi noter que Aaron Khaliva, le chef des renseignements, était en vacances à ce moment-là. Et donc, quand il a reçu l'appel à 3h du matin, il a juste demandé si le commandement sud de Tsahal était au courant de l'affaire. On lui a répondu que oui, il est reparti dormir. Et il faut noter qu'Israël avait reçu à 2 reprises des plans détaillés concernant le projet du Hamas. Et l'un de ces projets, c'est le projet Mur de Jéricho que les renseignements avaient bien reçu en 2021, qui prévoyait une offensive coordonnée et une infiltration de grande envergure qui impliquait 4000 terroristes. Donc en conclusion, personne n'a pu relier les points pour donner l'alerte en temps donné. Donné. Alors justement, j'ai proposé, merci beaucoup pour de ces détails, Shani. J'ai demandé justement à 2 de mes invités de venir justement expliquer un état de Tsahal, l'autre Shabak. Le colonel Herzi Nechama, merci d'être avec nous. Vous êtes du Forum des officiers et soldats réservistes. Et puis Amit Assa, dans ce cadre du Shabak. Merci messieurs d'être avec nous. Je vais commencer avec vous. Herzi Nechama. La question est très simple. À l'instant, Shani Guidalia vient de déclarer que chacun se renvoie à la responsabilité et au final, personne n'a lancé la véritable alerte. Ah, visiblement, il y a un problème. J'entends tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde entend. Bon, très bien. C'est les joies du direct. Herzi Nechama, je disais à l'instant, je vais commencer avec vous, au niveau de l'armée israélienne, que Shani Guidalia vient de dire que finalement, chacun se renvoie la balle et chacun, finalement, ne veut pas dire qu'il est responsable. Dans ce cas-là, on peut avancer comment, si personne n'endosse la responsabilité? En effet, je suis très préoccupé de ce qui se passe à l'armée avec le chef d'état-major et au Shabak. Comme j'ai formé des générations d'officiers à l'armée pendant des années, je les ai éduqués sur la valeur de la responsabilité. Et j'attends d'eux, après quelle catastrophe dont ils sont responsables, de prendre la responsabilité. Pas peut-être les 2 premiers mois où il faut d'abord réagir par la guerre, mais après plusieurs mois de stabilisation, ils devraient prendre leurs responsabilités pour le pire événement qui ne soit arrivé en Israël depuis sa fondation. C'est quelque chose qu'ils n'ont malheureusement pas fait. Et bien entendu, les politiques ont aussi leurs responsabilités. Mais je pense que le niveau militaire, on aurait dû voir d'autres résultats de l'enquête.
Amitassa, je vous pose plus ou moins la même question parce que il y a eu ce rapport d'enquête du Shabak. Tous sont responsables, sauf le principal intéressé, Ronen Bar, le chef du Shabak. Non, je pense que c'est pas exact. Le chef du Shabak, Ronen Bar, prend ses responsabilités sur lui. Et ce qui est sûr, c'est que cette enquête dévoile de manière immédiate et claire une longue liste d'échecs qui ne sont pas seulement ceux de la nuit du 6 au 7 octobre, mais des échecs de la planification, de l'ordre de priorité du Shabak. Et bien sûr, cela retourne longtemps en arrière. Et ça, c'est la chose importante que nous devons tirer de cette enquête. Et je pense en effet que le chef du Shabak prend sur lui ses responsabilités. Mais les échecs sont extrêmement graves, extrêmement enracinés dans la gestion des priorités et de ce que l'on appelle les scénarios possibles pour savoir quelles sont les vraies menaces à l'encontre de l'État d'Israël par rapport aux renseignements que l'on a depuis les mois qui ont précédé la guerre. Chazine Hama, vous avez dit il y a quelques jours de cela que ces enquêtes de l'armée israélienne pointent du doigt le terrain, mais pas les chefs. Est-ce que vous dites en filigrane finalement qu'il y a un fossé énorme entre ceux qui combattent le terrain et ceux qui ont pris les décisions? Oui. C'est évident que nous souffrons d'un écart très important entre l'état-major et le terrain. Les officiers sur le terrain sont pleins d'esprit de combat. Ils ont vaincu le Hamas partout où ils se sont confrontés à lui. Et par contre, ce qu'on voit dans l'enquête de l'état-major et qui met les responsabilités au niveau des bataillons et des divisions de Gaza sur le niveau du renseignement. Et comme l'a dit Yossi Sariel, qui dirige l'unité 8-200, il a dit au chef d'état-major, il y a beaucoup d'enquêtes tactiques de ce qui s'est passé dans cette base, dans ce kibbutz, mais l'essentiel manque. Où est la question de base? Comment est-il possible, nous qui dirigeons Tsahal depuis 1 ou 2 ans, pourquoi nous n'avons pas identifié le comportement du Hamas qui se transformait en armée et qu'on était persuadé qu'on le laisserait derrière des grilles et qu'il ne nous attaquerait pas. Ça n'a pas été vérifié parce que l'armée préfère penser que c'est un échec au niveau local et des bases officiers au lieu de comprendre que c'est le problème de la conception qui s'est enracinée dans les rangs de Tsahal depuis des années. J'ai une question. Vous savez, en France, l'armée française, on l'appelle la grande muette. Elle n'est pas autorisée à parler. Là, j'ai l'impression quand même que les langues commencent à se délier en Israël parce que vous vous êtes tu trop longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma perception ou pas? Je ne sais pas qui veut répondre. Je pense que le fait que les choses sortent, c'est très important du point de vue du public. Quand on entend les voix du terrain qui montrent les écueils, les échecs qui ne sont pas locaux, mais systémiques, ce sont des choses qu'il faut entendre. C'est vrai que les cadres comme le Shabak, on n'a pas encore entendu, les officiers du Shabak ou l'armée ou les officiers de haut rang ont déjà pu parler. Cela ne fait que montrer que l'échec, et là nous revenons à ce que j'ai dit auparavant, dans l'enquête du Shabak, nous voyons que l'échec n'est pas seulement l'échec du 6 octobre, l'échec de celui qui devait lancer l'alerte dans la nuit du 6-7 octobre. C'est un échec systémique dont parle le commandant de l'unité 8200, comme l'a dit Chazi. C'est un échec que l'on voit déjà dans les feuilles d'enquête du Shabak. C'est un échec systémique avant le 7 octobre. Et cela se voit sur le terrain. Les gens du Shabak, évidemment pas dans la presse, mais sachez que ces choses-là étaient sur table, mais on n'en a pas pris en considération. Et là, c'est vraiment le problème de la
conception de la situation. Je voudrais encore ajouter du fait que je suis préoccupé que le Shabak et Tsahal on éparpille des sous-entendus, des accusations vers le haut et vers le bas, sans se concentrer surtout sur le fait que nous avons échoué, que nous sommes les responsables, que nous devons céder nos places. C'est ce que j'attends d'officiers de haut rang. Je suis sûr que c'est ce qu'il ferait à ceux qui sont en dessous d'eux après un tel échec. Et toute cette tentative d'expliquer que c'est au niveau politique que c'est la responsabilité, etc., cela porte atteinte de la confiance dans la capacité du Shabak et de Tsahal de mener l'enquête. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Et donc, le chef d'état-major a choisi de terminer ses fonctions ainsi. Et c'est pareil que ce qu'a dit Ronenbar. Je voudrais encore ajouter que les membres de Shabak sont coloriés d'une couleur politique qui combat quelques bancs. Je ne veux pas dire les choses trop clairement, mais le niveau politique qui ne prend aucune responsabilité et qui décide quand est-ce qu'il devra démissionner, dans quelles conditions, combien d'otages seront libérés d'ici là, et ne comprend pas qu'il cause un tort atroce au service, au Shabak, et que le Shabak, tout à coup, est considéré comme politique. C'est très important. Il faut s'en souvenir à l'armée et au Shabak. Il faut retirer la politique de ces systèmes et ceux qui les dirigent pour dire « je suis responsable, j'ai échoué » et se mettre de côté pour ne pas justement donner de couleur politique à ces services. Et c'est là leur responsabilité des dirigeants. Le chef du Shabak, le chef d'état-major l'a déjà fait et j'appelle le chef du Shabak uniquement pour cela, pour qu'il comprenne que cette danse satanique politique doit absolument cesser tout de suite parce que sinon c'est tout le service du Shabak qui sera teinté de politique. C'est exactement la question que je voulais vous poser, messieurs. D'abord, je vais la poser à Khézi et ensuite Hamid répondra. Vous étiez des fonctionnaires de l'État, messieurs, lorsque vous étiez en grade. Vous vous êtes engagés à assurer la sécurité de l'État, pas à tenir des propos politiques. C'est exact. Et j'ai toujours essayé de le faire depuis 25 ans de service et encore 4 ans de réserve. Et quand j'étais pas en réserve, j'ai décidé de parler contre la manière dont l'armée agit à Gaza, des critiques, et le chef d'état-major n'a pas apprécié d'avoir ces critiques et il a décidé de me suspendre de ma période de réserve. Et malheureusement, lui-même se comporte différemment et se permet de critiquer le niveau politique et d'agir différemment que ce qu'il dit à ceux qu'il commande, et je le regrette. Je voudrais encore ajouter qu'au fil de mon service dans les services de la sécurité nationale, le fait même qu'on n'ait pas discuté, qu'on n'ait pas pris en considération l'aspect politique, et la politique n'a jamais été sur table, mais nous avons rempli notre mission comme représentants émissaires du gouvernement d'Israël et sous la direction des dirigeants. Et en fin de compte, quand j'ai quitté le service, quelqu'un est venu me voir, qui travaillait avec moi pendant des années et m'a demandé « Maintenant, tu peux me dire quelles sont tes opinions politiques ?» Eh bien, cela ne fait que souligner que les gens qui travaillent à l'armée et au Shabak ne rentreront jamais la politique dans leurs interventions. Ça reste toujours en dehors de nos bureaux et du terrain. Et c'est donc la faute des dirigeants des organisations qui doivent comprendre leurs responsabilités et démissionner pour ne pas tâcher leur organisation, ce qui risque de créer une crise de confiance entre le public et le service de sécurité. Merci infiniment, messieurs, parce que effectivement, vous n'avez pas tenu une langue de bois ce soir. C'était très important, effectivement, de mieux comprendre. Merci, colonel Khézi Nechama. Merci, Hamid Assia, ancien cadre du Shabak. Merci à vous.
C'est assez étonnant et vous l'avez vécu en direct sur i24 News. En attendant, effectivement, on parle également de ce plan proposé par l'Égypte. Océane Nicole, merci d'être avec nous. Ce plan proposé pour Gaza de l'Égypte a immédiatement été refusé par les États-Unis. Vous avez les détails. Exactement, Mathias, et il y a deux points centraux. Le premier, c'est le fait que l'Égypte ne veut pas que la population gazaoui soit relogée et exclue de la bande de Gaza. Et puis le deuxième point important pour l'Égypte, c'est que l'autorité palestinienne Ramallah doit prendre le contrôle de la bande de Gaza. Ce plan égyptien, il s'étale sur une période de 4 ans et demi avec un budget total de 53 milliards de dollars. Les 6 premiers mois, selon le plan égyptien, ça va servir à déblayer les ruines et les destructions qu'il y a dans la bande de Gaza, et ensuite il y aura 2 étapes de reconstruction. La première étape de 2 ans avec un budget de 20 milliards de dollars et la deuxième de 2 ans également avec là un budget de 30 milliards de dollars. Reconstruction, reconstruction des habitations mais aussi des infrastructures. Pour le contrôle, ce sera donc l'autorité palestinienne, donc Ramallah, qui prendra le contrôle. Donc pas question que ce soit ni Israël, ni l'armée israélienne ou les États-Unis. Le problème, c'est que on voit que l'autorité palestinienne, on peut prendre l'exemple de Jenin, l'autorité palestinienne contrôle officiellement cette ville palestinienne, mais pourtant les organisations terroristes parviennent à reprendre le contrôle. Cette proposition égyptienne proposée hier donc en sommet de la Ligue arabe au Caire, il y a eu une réponse immédiate de Donald Trump, de la Maison Blanche. Je cite: le plan actuel ne tient pas compte de la réalité selon laquelle la bande de Gaza est désormais inhabitable et que les habitants ne peuvent pas vivre dans un territoire rempli de détritus et de munitions. Le président Trump est déterminé à reconstruire Gaza sans le Hamas. Nous sommes impatients de poursuivre les négociations pour apporter la paix et la prospérité dans la région. Donc à peine proposé hier par l'Égypte, ce plan est déjà réfuté par les États-Unis. Merci Océane Nicole. Alors nous sommes également avec Bradley Bowman. Bradley Bowman, vous êtes directeur des FDD aux États-Unis, un think tank aux États-Unis. Pourquoi je vous ai demandé de venir? Parce que finalement l'actualité nous a donné raison. Bradley Bowman, visiblement il y a des bruits de couloir selon lesquels l'administration américaine, alors je suppose que, je ne sais pas si vous m'entendez, bientôt. I apologize, I cannot hear the translation. No problem. I will, in the meantime... Il m'entend pas, là. Qu'est-ce qui se passe? In the meantime, I will ask you the question in French and English, so for you to respond immediately. Je disais, I'm going to do in French. Turn down the show volume, please, and then I can hear the translator. Je disais à l'instant que, l'administration américaine aurait entamé des négociations directes avec le Hamas. Est-ce que pour vous, c'est réaliste? So I just ask you if Axios is publishing the way that the Trump administration talked immediately and directly with Hamas. Is it realistic for you? I think when deciding Je pense que quand on décide s'il nous faut parler avec d'autres, il faut d'abord faire une évaluation honnête de qui est la contrepartie. Je commencerai par là. Le Hamas est une organisation barbare et terroriste qui est désignée comme telle par les États-Unis d'Amérique. Ils sont monstrueux, c'est une idéologie monstrueuse et médiévale islamiste. Je ne sais pas ce que dirait l'administration de Trump. Autre chose qui n'a été dit en public: renoncez à vos armements, relâchez les otages, vous n'avez pas d'avenir en gouvernant Gaza. C'est la seule chose que le Hamas doit entendre de la part de l'administration de Trump. Ils ont essayé de négocier avec les talibans et de laisser de côté le gouvernement afghan. C'était une erreur. Je ne vois pas du tout la valeur d'une négociation directe avec le Hamas, qui est une organisation terroriste. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire qu'on n'a jamais dit? Renoncez aux otages, renoncez aux armements. Vous êtes fichus. Vous n'avez plus rien à chercher à Gaza dans le gouvernement. Alors, ce qui m'amène justement à cette question, est-ce que pour vous, le plan Trump est encore réaliste? Do you think that Trump's plan in Gaza is still realistic? About what you said exactly right now.
Mais oui, merci pour la question. Vous savez, je pense que Trump aime secouer les choses. Il aime dire des choses qui, sa foi, sont exagérées ou choquantes. On peut débattre de la sagesse et de l'effet de cette approche, mais je pense que ce qui est essentiel derrière ce qu'il dit, c'est que le statu quo est intolérable et c'est bien d'avoir une vision vers laquelle vous aspirez. Mais je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Ce qu'il faut qu'il y ait en fin de compte, vous commencez par l'objectif et je commencerai par là. Le Hamas ne peut pas participer à la gouvernance de l'avenir de Gaza. Le Hamas ne doit plus jamais avoir les moyens d'attaquer Israël et certainement pas de faire une attaque aussi atroce que le 7 octobre. Gaza va devoir être reconstruite et il va falloir avoir du financement des pays arabes et Israël ne pourra jamais faire de la sous-traitance de sa sécurité et de faire confiance aux Nations Unies pour s'occuper de cela, puisqu'on voit l'inefficacité de la FINUL, par exemple. Alors vous dites que les pays arabes vont devoir participer à la reconstruction de Gaza. Mais s'ils ne veulent pas, s'ils refusent, qui va le faire à leur place? You're just saying that. Did you hear what I said? Yeah, I think I heard the question. So Yair Lapid was here at Yair Lapid a été ici au FDD où il a annoncé pour la première fois en février, le 25 février, sa proposition. Tout le monde a des questions et des critiques. C'est toujours facile de critiquer. Et donc je l'admire d'avoir proposé un plan. Mais il y a des vraies questions. Si l'Égypte prend ses responsabilités à Gaza, est-ce qu'on attend de l'Égypte de poursuivre le Hamas comme on voudrait le faire? Donc il y a beaucoup à discuter. Ça peut prendre des années, pas des mois. Et Israël doit avoir les moyens de se défendre. C'est la chose la plus importante et que le Hamas n'ait plus les moyens de faire quoi que ce soit qui ressemble au 7 octobre. Et qu'ils ne pourront pas jamais gouverner Gaza et ne pourront plus jamais attaquer Israël. Tout le reste est secondaire. Vous disiez qu'Israël a besoin et doit se défendre. Il y a cette décision de Marco Rubio de débloquer 4 milliards de dollars d'aide militaire américaine. For the money, I should say that just right now, the U.S. administration. I think I may have heard the question about follow the money. Je crois que j'ai entendu la question à propos de l'argent. L'argent au niveau du Hamas. Et franchement, aux États-Unis, nos institutions économiques, beaucoup de l'argent vient du Qatar. Il y a beaucoup de confusion ici aux États-Unis sur le rôle du Qatar. Mais la réalité, c'est que le Qatar n'est pas l'ami d'Israël. Et même s'il prétend être un ami et un allié des États-Unis, il joue un rôle clé dans l'essaimage de l'idéologie islamiste et permettre des guerres partout et aussi sur nos campus en Amérique pour créer l'alliance qui n'est pas sacrée comme ils le disent entre Israël et les États-Unis pour empêcher Israël d'avoir les moyens de se défendre elle-même pour éviter l'extermination. Voilà ce qu'ils font avec leur argent au Qatar. Ils financent cette campagne monstrueuse contre Israël et donc je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme une force amie. Thank you so much. Merci beaucoup, Bradley Bowman, d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous aux États-Unis. Thank you. Thank you. En attendant, l'actualité, c'est aussi cette décision d'Israël de venir en aide aux Druzes syriens. Explication, Shani Guidalia. Les tensions montent entre la Syrie et Israël au sujet de la communauté druze. Les Druzes représentent seulement 3% de la population syrienne. La majorité est concentrée à Jaramana, en périphérie de Damas, à Souaïda et dans le nord d'Idleb. Dans une déclaration publiée au début du mois, le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense ont souligné leur engagement à protéger la population druze contre le nouveau régime islamiste radical. Si le régime s'en prend aux Druzes, nous lui ferons du mal. Nous nous engageons auprès de nos frères druzes en Israël à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher que leurs frères druzes en Syrie ne subissent de préjudice. Depuis, plusieurs frappes attribuées à Israël au sud de Damas ont été rapportées par les médias syriens. Dans le même temps, un responsable de la communauté druze a précisé que les tensions ont débuté lorsqu'un trafiquant de drogue a tiré sur un membre des forces de sécurité du nouveau régime.
Il ne s'agissait nullement d'une attaque d'islamistes extrémistes contre les Druzes, comme cela a été présenté. Israël aurait dû vérifier les faits avant de proférer publiquement des menaces contre le gouvernement d'Ahmed al-Shara. La menace israélienne était tout simplement déplacée. Lorsqu'il y aura un danger réel pour les Druzes, ils sauront le faire savoir. Israël élabore aussi un programme pilote qui permettrait à des dizaines de Druzes syriens de travailler dans les localités israéliennes du plateau du Golan. Voilà, c'est la fin de ce Défense. Vous l'avez bien remarqué et vu. Défense, c'est donner la parole à tous ceux qui font l'actualité sécuritaire et militaire, que ce soit en Israël, on vient d'entendre au départ, mais également aux États-Unis. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très rapidement.